En direct de la ville-province de Kinshasa, 19h, passé d'une minute. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Je vous retrouve ainsi pour vous informer. Quittons Kinshasa, nous sommes dans la province d'Ilo-Alaba au deuxième jour de sa mission d'itinérance dans la province précitée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ouvert ce mardi la 12e conférence des gouverneurs des provinces au village de Concret à Kolwezi, cadre des concertations régulières entre les provinces et les pouvoirs exécutifs national. La conférence des gouverneurs réunit, outre les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces, le président des assemblées provinciales, deux ministres sectoriels et des experts des institutions autour du chef de l'État qui en est le président de la République. Les thèmes généraux de ces 12e rendez-vous annuels des gouverneurs des provinces et la santé comme facteur de cohésion nationale et du développement durable des provinces. Dans son discours d'orientation, le président de la République a rappelé le but principal de cette session à Kolwezi, à savoir discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant ainsi pour améliorer la cohésion nationale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées. Et pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, les échanges porteront sur la façon dont la couverture santé universelle peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion. Et les travaux aborderont également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. À l'issue de ces assises, des stratégies seront aussi proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la couverture santé universelle. S'adressant aux gouverneurs des provinces, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit: vous êtes les artisans directs de la couverture santé universelle à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. En début de la cérémonie d'ouverture, la gouverneure Fifi Masuka a salué le leadership du président de la République qui a engagé d'importantes victoires politiques et diplomatiques. Dans un mémorandum lu au nom de ses collègues, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula-Katoué, a reformulé les recommandations de précédentes sessions non encore exécutées, notamment la non-opérationnalité de la caisse de péréquation, le non-paiement régulier de la rétrocession aux provinces, la tendance de la déstabilisation des gouvernements provinciaux par les assemblées provinciales, le paiement régulier par le gouvernement central des émoluments des députés provinciaux et par la voix du gouverneur David Moukeni du Bas-Touélé. Les gouverneurs des 26 provinces ont réitéré leur loyauté et soutien à l'action politique du président de la République, Félix Tshisekedi. Au cours de ces assises, le chef de l'État lancera également l'initiative présidentielle de l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a décerné le prix aux gouverneurs du Tanganyika, du Lomami et du Lualaba qui se sont distingués dans les opérations de vaccination contre la poliomyélite dans leur province. Et dans un autre chapitre, les États membres de la CAC ont décidé lors du 26e sommet qui s'est tenu à Malabo de prolonger les mandats de la Guinée équatoriale à la présidence de l'organisation, écartant ainsi les Rwandais qui devaient assumer plutôt cette fonction selon le principe des rotations stipulé à l'article 6 du traité fondateur. Et cette décision a été perçue par Kigali comme une violation de ses droits et une instrumentalisation de l'organisation par la République démocratique du Congo, conduisant les Rwandais à annoncer son retrait immédiat de l'organisation. Et l'élément des réponses dans cette réflexion que vous propose Guillaume. Lors du 26e sommet de la CEAC à Malabo, les États membres ont prolongé les mandats de la Guinée équatoriale à la présidence de l'organisation, alors que c'était au tour du Rwanda de prendre cette fonction selon le principe de la présidence tournante stipulé à l'article 6 du traité fondateur. Par ailleurs, le chef d'État
et le gouvernement ont condamné fermement le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et ont exigé le retrait immédiat des forces de défense rwandaises du territoire congolais. En réaction, le gouvernement rwandais a annoncé son retrait de la CEEAC, dénonçant un dérive orchestré par la RDC avec l'appui de certains États membres. La République démocratique du Congo, de son côté, a fustigé la violation de l'article 35 du traité révisé de la CEEAC interdisant l'usage de la force entre États membres, estimant qu'on ne peut pas revendiquer de droits tout en piétinant les obligations fondamentales du traité et les droits d'un autre pays. Bien que le Rwanda ait annoncé son retrait, la CEEAC pourrait considérer que les actes commis avant ce retrait justifient l'application des sanctions conformément aux dispositions du traité. Toutefois, la mise en œuvre effective de ces sanctions dépendra de la volonté politique des États membres et de la capacité de l'organisation à faire respecter ses propres règles. Pour rappel, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, dispose dans son traité révisé les mécanismes permettant de sanctionner les États membres qui ne respectent pas leurs engagements ou qui agissent en violation des principes fondamentaux de l'organisation. Selon l'article 99 du traité révisé, la conférence de chefs d'État et de gouvernement peut, à l'initiative de la Commission, adopter des sanctions à l'encontre d'un État membre qui n'a pas honoré ses engagements. Ces sanctions peuvent inclure la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation de candidatures au poste statutaire, la suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la communauté, la suspension de décaissement pour tous les prêts, projets ou programmes d'assistance communautaire en cours. Ces mesures visent à garantir le respect des engagements pris par les États membres et à préserver l'intégrité de l'organisation. En conclusion, bien que le traité révisé de la CEEAC prévoit des sanctions contre les membres qui violent ces principes, leurs applications dans les cas du Rwanda dépendra de la dynamique politique au sein de l'organisation et de la volonté des États membres de faire respecter les engagements pris. Néanmoins, l'opinion tant nationale qu'internationale reste observatrice quant à la suite. Et à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux réunis en plénière lundi ont franchi une étape clé dans la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo. Au cours de cette séance, les élus nationaux ont examiné et adopté les rapports de la commission mixte politique, administrative, juridique, sociale et culturelle portant sur deux projets de loi essentiels à la modernisation du statut des agents publics. Images et commentaires. À 6 jours de la clôture de la session ordinaire de mars 2025, les députés nationaux réunis en plénière le lundi 9 juin ont examiné et adopté le rapport de la commission mixte politique, administrative, juridique, sociale et culturelle sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État et la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État avant de se prononcer par vote sur ces deux projets de loi. Concernant le premier texte, dans l'optique de moderniser en profondeur la gestion de la fonction publique en RDC, le rapport de la Commission renseigne que sur 27 articles proposés à la modification, 14 ont été adoptés tels quels, 12 ont été amendés, un article a été supprimé. Il s'agit de l'article 17 bis. La présente loi apporte les innovations suivantes: le renforcement et la clarification de règles relatives au recrutement, à la promotion en grade et à la bonne gestion de ressources humaines de services publics de l'État, la consécration de la retraite à titre posthume pour les agents qui décèdent en activité de service alors qu'ils avaient rempli l'un de ces deux critères de mise à la retraite, la valorisation du grade acquis lors de la mise à la retraite assortie d'une incidence budgétaire, l'instauration de la contractualisation au sein de la fonction publique et l'établissement de règles relatives à l'interruption temporaire de service pour des raisons d'exercice d'une activité économique ou pour d'autres susceptibles de contribuer au développement du pays. S'agissant du projet de loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial
spéciale de sécurité sociale des agents publics de l'État sur 15 articles modifiant et complétant la loi existante. 9 articles ont été adoptés tels quels, 5 articles ont été adoptés moyennant des amendements de forme et des fonds. Aucun article n'a été supprimé, un article a été créé. Cette réforme, elle, apporte les innovations suivantes. L'institution d'un régime de sécurité sociale par capitalisation en faveur des agents non couverts par la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022, la prise en compte des autres catégories dépourvues de couverture sociale. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere, a salué la qualité et la célérité dont la commission mixte a fait montre pour l'examen approfondi de ces 2 textes de loi. Après un court débat, sur 395 députés nationaux ayant pris part à cette séance plénière, 393 ont voté pour, 1 contre et 1 abstention. Et cette autre nouvelle, la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a modifié la récente mesure conservatoire du bureau relative à l'interdiction de relayer les activités de l'ex-président de la République Joseph Kabila et de son parti politique, le PPRD, dans le média. Les membres de la plénière ont communié cette mesure en 3 principales recommandations formulées à l'égard des médias. Il s'agit 1. Faire montre de professionnalisme s'abstenant de diffuser et de publier des éléments qui tendent à démoraliser les forces armées de la République démocratique du Congo engagées à la défense du pays. 2. S'interdire de diffuser et relayer et publier les activités des agresseurs et leurs supplétifs. Et 3. Diffuser les informations vérifiées auprès des sources indiquées dans les zones à conflit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En substance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication n'interdit pas de relayer les activités de l'ancien président de Joseph Kabila et celles de son parti dans les médias, mais recommande le respect de l'éthique et de la déontologie aux professionnels des médias que nous sommes. Et de l'autre côté, qui devrait réellement représenter la province du Sankourou à la conférence des gouverneurs à Kolwezi? Nous sommes bien sûr dans la province du Balaba. La controverse autour de cette question met en évidence les tensions entre les gouverneurs et le président de l'Assemblée provinciale de cette province. Pour en savoir plus, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Fiston Boussol, affirment avoir agi au nom de l'intérêt général en laissant ainsi son président représenter la province à ces rendez-vous de grande envergure. Il a été joint au téléphone par Ben Israël Touba. Il est important de savoir que, selon notre règlement intérieur à son article 9, lorsqu'un membre du bureau est visé par une pétition, il ne peut plus engager l'Assemblée. Voilà, ça c'est clair. Et donc, dans les cas sous examen, le président ne peut pas engager l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que le bureau de l'Assemblée m'avait délégué pour représenter notre institution. Donc, j'étais venu avec mon ordre d'émission, mais arrivé ici, donc il y avait cette petite difficulté. Mais je pense que le plus important, c'est l'intérêt supérieur de notre province. Nous avons eu à nous entretenir entre nous. Et donc, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit le président qui représente l'Assemblée. Les difficultés entre nous, le non-respect des règles qui nous régissent, je pense que nous allons les régler en interne. Mais ici, il s'agit de l'intérêt supérieur de la province. Donc, ce que je fais, c'est un acte de foi à l'intérêt supérieur de notre province, car au-delà de nos ambitions personnelles, ce qui nous unit, c'est le devoir de défendre et de porter la voix de notre population avec dignité, avec force, avec loyauté. Donc, nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Le président de l'Assemblée provinciale va représenter l'Assemblée dans cette conférence de gouverneurs. Et après, nous allons nous rendre à Kinshasa pour en finir avec l'invitation du VPL. Après, nous pourrons regagner dans cette province. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'il fallait qu'on trouve une solution. Et voilà, on l'a trouvé. Et le plus important que le Sankourou soit représenté, voilà, c'est fait. De toutes les façons, c'est une conférence de gouverneurs. Donc, les présidents de l'Assemblée ne sont pas des conférenciers. Ce sont des invités. Et donc, ça ne peut pas poser problème.
De retour dans la capitale, la salle Notre-Dame de Fatima, située dans la commune de la Gombe, a accueilli le lundi 9 juin 2025 les agents et cadres du ministère de l'économie nationale pour une formation axée sur les techniques des contrôles économiques durant 10 jours. Et cette session permettra bien sûr aux acteurs économiques d'être à la hauteur de la nouvelle technologie dans le secteur économique. Bosco Kabamba et Chrétien Gaïm. Et j'attends des résultats probants de cette mission, mieux que celle que nous avons effectuée il y a quelques mois. Et je déclare ouverte la formation des agents et fonctionnaires de l'économie nationale sur les techniques de contrôle économique. C'est par ces mots que le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a lancé la session des formations des agents et cadres sur les techniques de contrôle économique durant 10 jours, soit du 9 au 13 juin pour la première vague et du 16 au 20 juin 2025 pour la seconde vague. Celle-ci sera basée sur 10 thématiques différentes. Cette école du savoir va renforcer les capacités des acteurs économiques sur les terrains dans l'espoir d'un résultat escompté. Pour le patron de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, il est temps que ces contrôles économiques deviennent un levier majeur pour soutenir ces secteurs clés du pays. À ses propos, il a insisté sur l'éthique et la déontologie qui doivent caractériser la mission entendue. Après les mots du lancement, Daniel Mukoko Samba a circonscrit cette activité. Nous contrôlons les agences économiques, les opérateurs économiques, pour s'assurer qu'ils respectent les lois et les règlements en matière de fixation de prix, mais aussi que la structure des prix, les consommateurs trouvent leur compte. Mais vu que le monde économique évolue très rapidement, qu'il y a chaque année de nouvelles pratiques qui naissent, de nouveaux instruments qui naissent dans le monde économique, nous avons donc besoin régulièrement et de manière continue de former nos agents pour qu'ils soient les mieux à même d'assurer cette mission qui est importante pour que les prix soient des prix justes, pour que les consommateurs soient protégés et pour que les opérateurs économiques ne se livrent pas à des pratiques qui vont à l'encontre du principe fondamental, celui de la concurrence, de la libre concurrence. Comme vous le savez, chaque fois que je vais en province, je suis en contact avec les agents des divisions provinciales. Nous avons déjà entrepris un certain nombre d'actions pour améliorer les conditions de travail. Les personnes qui vont être formées ici seront aussi des formateurs parce que les missions de contrôle, elles se déploient sur l'ensemble du territoire national. Notons que cette formation vise à atteindre la performance dans les cadres des opérations de contrôle économique dans le tout prochain jour. Parlons éducation à présent. Le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté a entamé une réforme visant à rationaliser le bureau gestionnaire dans le cadre de la restructuration du CERNI. Et cette initiative, discutée lors d'une réunion dirigée par le directeur du cabinet, a réuni des délégués syndicaux et des cadres du CERNI. L'objectif principal est de renforcer l'efficacité du système éducatif congolais en supprimant progressivement à partir de 2026 les bureaux gestionnaires non conformes. Les personnels concernés sera redéployés vers d'autres postes et sans licenciement sec ni exclusion brutale. Le syndicat ont salué cette approche participative et ont exprimé leur engagement à accompagner la réforme, notamment par des actions de sensibilisation. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de moderniser la gouvernance éducative et pour mieux servir l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation. Et les ronds-points Victoire, cœur commercial de la commune de Kalamou, nous sommes bien sûr dans la ville-province de Kinshasa, s'est réveillé lundi 9 juin 2025 sous les fracasses partielles. Des dizaines de commerces, kiosques et stands ont été démolis, jugés illégaux par les autorités. Cette opération, bien qu'il présentée comme une étape vers la modernisation de la ville, a plongé de nombreux citoyens dans les désordres total. Bénédicte Mouzimba et Jérôme Lezolo étaient sur place. Ce lundi matin, le point chaud animé de Kinshasa, appelé Victoire, au cœur de la commune de Kalamou à Kinshasa, s'est réveillé sous le bruit assourdissant de pelleteuses.
Encadrés par une forte présence policière, les autorités ont entamé la démolition de plusieurs magasins, stands, kiosques, petits commerces et constructions jugées illégales autour du célèbre rond-point de la capitale. Cette opération, bien que précédée des rumeurs, a surpris de nombreux commerçants qui ne semblaient pas préparés à une telle intervention. Certains habitants saluent l'initiative des autorités, estimant qu'elle contribuera à l'assainissement et à la modernisation de la ville. D'autres, en revanche, expriment leur incompréhension et leur regret face à la perte soudaine de leurs moyens de subsistance. Par exemple, dans mon shop, on a pris le bureau de téléphone sans prévenir. À démolir sans quelque chose. Mais disons que non, nous sommes dans la... Si vous remarquez bien, le canal est un peu là-bas. Il y a de l'espace même pour les piétons. Et le shop sont limités presque ici. On nous a démoli. L'initiative de modernisation peut être bonne, mais elle doit être bien encadrée. Si l'État détruit sans suivre avec un plan clair de réorganisation, cela risque d'engendrer de frustration et de chaos. La remarque sur le caniveau, c'est justement là que la planification urbaine est essentielle. S'assurer que les constructions sont conformes, mais aussi que les autorités aient bien fait leur part dans l'aménagement de l'espace public. La faute n'est pas toujours du côté des citoyens. Cette démolition s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation urbaine à Kinshasa. Si la volonté de moderniser la ville est saluée par certains, elle heurte de plein fouet les réalités sociales et économiques de milliers de citoyens qui vivent au jour le jour de l'économie informelle. S'indignent beaucoup des Quinois approchés pour cet acte. Ici est de noter que le gouvernement provincial a annoncé que les espaces libérés deviendront de zones protégées, inaccessibles à toute nouvelle occupation illégale. Les autorités promettent une démarche progressive et encadrée avec un accompagnement de populations affectées. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures reste à observer dans les semaines à venir. Et l'affaire date de cela 3 ans, passé jour pour jour, que la famille du défunt Kikaka Lambert, ancien agent au ministère du Développement rural, court au secrétariat général de ce ministère, sans une issue favorable du dossier de leur papa. Tous les dossiers irrélatifs au secrétariat général sont introuvables et la famille sollicite ainsi les recours des autorités pour bénéficier de leurs droits le plus fondamental. Bosco Kabamba et Prince Ngoï. Mon père était fonctionnaire au ministère du Développement rural. Après sa mort, il nous a demandé d'organiser le deuil pour être remboursé plus tard. Juste après l'inhumation de mon père, nous sommes allés introduire le document au secrétariat général auprès de Madame Odile, chef de bureau. Nous avons mené des démarches jusqu'au ministère des Finances qui exige des originaux pour prouver qu'il s'agit bien de mon père. Je suis allé dans la famille pour récupérer les documents, étant donné que j'ai été désigné pour mener des démarches depuis que mon père était encore vivant. J'ai pris les papiers des mains de ma mère pour finaliser le dossier. Je suis retourné au secrétariat général pour les déposer à nouveau auprès de Madame Odile et Monsieur Pascal Mukuna, qui ont ensuite promis de réponses favorables dans un délai de 2 semaines. Entre-temps, la banque a interrompu le versement des pensions de mon père et je suis encore retourné voir le chef pour leur annoncer la triste nouvelle et le non-remboursement des frais de funérailles. Ils m'ont donné des explications sans fondement et voilà 3 ans que je suis derrière ces dossiers. Actuellement, ils pensent même que j'ai détourné l'argent. Ils m'ont demandé de laisser mes coordonnées, mais je n'ai toujours pas de nouvelles. C'est pourquoi je suis venu à la télévision Bossolo, afin que les autorités du pays en soient informées et qu'elles nous aident à trouver une solution. Et voilà, coordonné par Edouard Chama avec les concours rédactionnels de Guillaume. Ces journal est complètement fini. Un plaisir pour moi de vous le présenter. Héritier Moutombo m'a permis d'arriver chez vous et Fiston Mohamed était bien sûr derrière les caméras pour la prise de vie. Quant à moi, je vous retrouve demain
à partir des 12h juste.